Donc, je vais vous présenter notre premier conférencier ce soir, le docteur Eric Cohen, qui est chercheur fondamentaliste. Il est directeur de l'unité de recherche en rétrovirologie humaine à l'IRCM, professeur à l'Université de Montréal et à l'Université McGill. Il est docteur en biologie moléculaire de l'Université de Montréal. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en rétrovirologie humaine. Et depuis plus de 25 ans, on ne dirait pas, Dr. Cohen est actif dans le domaine de la recherche sur le VIH. Ses travaux de recherche ont conduit à des percées importantes sur la fonction et les mécanismes d'action des protéines accessoires du VIH. Donc, Dr. Cohen. Alors merci Madame Lambert-Lagacé, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Alors en fait cela fait plus de 30 ans maintenant que les premiers cas de VIH-Sida ont été rapportés dans la littérature scientifique et malgré de nombreuses découvertes, malgré tous les progrès que l'on a fait dans notre compréhension de la structure, de la fonction du virus, on n'est toujours pas capable de prévenir et de guérir le VIH. Alors ce que je voudrais faire dans ma présentation, c'est vous présenter les particularités de ce virus, les particularités de cette infection qui rendent, si vous voulez, qui constituent un défi ou un obstacle dans le développement de stratégies de prévention ou de guérison. Alors tout d'abord, quelques mots sur le VIH. C'est un rétrovirus qui appartient à une sous-famille que l'on appelle les lentivirus. Et on les appelle des lentivirus parce qu'ils induisent une infection qui est lente, qui est chronique, c'est-à-dire qu'il y a constamment du virus qui est produit chez des individus infectés, et qui est persistante, ça veut dire que le virus se maintient chez un individu qui a été infecté malgré une réponse immunitaire, malgré des traitements. Et si cette infection n'est pas traitée, cette infection conduit au sida, qui est une maladie dégénérative du système immunitaire et du système nerveux central. Alors, vous avez ici une photo d'une particule virale du VIH. C'est un virus qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, on ne peut pas le voir avec un microscope normal. Il faut avoir un microscope électronique pour pouvoir obtenir ce genre d'observation des particules virales. Alors c'est un virus, comme tous les virus, c'est un parasite intracellulaire. Ça veut dire que ce virus, à l'extérieur d'une cellule, ne peut pas se multiplier, ne peut pas se répliquer. Il faut qu'il infecte une cellule pour pouvoir se multiplier. Et donc, c'est à l'intérieur d'une cellule que son cycle de réplication va se faire. Alors, comment ce virus se multiplie? Quelles sont les étapes qui sont importantes pour la multiplication du VIH? Alors, tout d'abord, il faut savoir que le VIH va infecter des cellules du système immunitaire, des cellules qui sont censées nous protéger contre des microbes. Et il va infecter des cellules qui vont avoir à leur surface un récepteur que l'on appelle CD4 et un corécepteur qui peut être une protéine qu'on appelle CCR5 ou CXCR4. Ça va être l'un ou l'autre. Alors le virus, en fait, a à sa surface une protéine que l'on appelle la GP120 et qui va agir comme une clé. Quand cette clé va retrouver son récepteur, CXCR4, CCR5 et CD4, ces protéines cellulaires vont agir comme des serrures. Alors si la clé rentre dans la serrure, le virus est capable de rentrer dans cette cellule, et là il va y avoir une étape très importante, qui va être la conversion du matériel génétique de ce virus en une forme qui va être compatible avec une intégration dans le génome cellulaire, le génome de cette cellule qui est sous forme ADN. Et la protéine virale qui est responsable de cette conversion, c'est une enzyme très importante qu'on appelle la transcriptase inverse. Alors la particularité de cette enzyme virale, c'est qu'il est très peu fidèle dans cette étape de conversion, ce qui va amener énormément de variations génétiques, et vous allez voir plus tard dans la présentation du Dr Weinberg comment cette variation génétique est importante.
Alors, suite à cette transcription inverse, le virus va s'intégrer dans le génome de la cellule qui est infectée, et une fois que ce virus est intégré, il fait partie du patrimoine génétique de cette cellule, il fait partie du patrimoine génétique de l'hôte qui a été infecté, de la même façon qu'on a des gènes qui déterminent si on a les yeux bleus, les yeux verts. Ben, ce virus intégré fait partie du matériel génétique que cette cellule a. Alors, suite à cette intégration qui est médiée par une autre enzyme virale qui s'appelle l'intégrase, cette cellule va agir comme une usine de production de virus. Elle va produire du virus qui, suite à son assemblage, va être relâché dans le milieu extracellulaire et va initier de nouvelles séries d'infections. Et on va avoir ce cycle qui va se répéter des milliards de fois. En fait, on estime qu'il y a 10 milliards de particules virales qui sont produites chaque jour chez un individu qui est infecté. Donc un nombre incroyable de un niveau de réplication extrêmement important. Alors, ce cycle de réplication, la connaissance de chacune de ces étapes a permis de développer des inhibiteurs. Et c'est comme ça qu'on a des inhibiteurs qui vont bloquer l'entrée du virus, cette première étape, la clé qui rentre dans la serrure. On a des inhibiteurs qui vont bloquer cette étape de conversion du matériel génétique, des inhibiteurs de la transcriptase inverse, des inhibiteurs de l'intégrase et des inhibiteurs de la protéase du virus qui est important pour générer des particules virales qui vont être infectieuses. Et donc, ce cycle se reproduit continuellement. Et en fait, c'est comme ça qu'on a développé une panoplie maintenant d'agents antirétroviraux, donc de médicaments contre le VIH, qui vont agir sur différentes cibles, et lorsque on les utilise en combinaison, vont avoir un effet extrêmement important sur la réplication du virus et sur ce qu'on appelle la virémie, c'est-à-dire la quantité de virus qu'on retrouve dans le plasma, dans le sang, chez les individus, les sujets qui sont infectés. Alors, un point qui est important par rapport à tous ces inhibiteurs, comme je vous l'ai indiqué, ils vont avoir un effet sur des virus qui se multiplient. Il faut que ces virus passent à travers ces étapes pour devenir sensibles à l'effet de ces médicaments. Alors, si nous disposons autant d'agents antiviraux aussi puissants, pourquoi ne peut-on pas guérir le VIH? Et je vais me concentrer sur cette question dans les prochaines minutes. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que lorsque on traite avec des thérapies antirétrovirales des sujets qui sont infectés, on a une diminution très rapide de la virémie, donc de la réplication du virus chez les individus qui sont infectés. Et en fait, on arrive à peine, on diminue la virémie à des niveaux qui sont à peine détectables avec les tests les plus couramment utilisés. Mais en fait, ce qu'on se rend compte en utilisant des tests qui sont encore beaucoup plus sensibles, les tests qui sont utilisés surtout en recherche, on se rend compte que l'infection n'est pas éliminée. En fait, on est capable de détecter du virus, même chez les individus qui sont traités avec ces thérapies antirétrovirales. Il y a des cellules qui produisent à bas bruit du virus. Il y a des cellules qui contiennent du virus qui est intégré dans leur ADN. Et en fait, toutes ces cellules qui contiennent du virus malgré le traitement, c'est ce qu'on appelle des réservoirs du virus. Donc, malgré qu'on peut traiter des individus infectés, le virus est capable de persister, c'est-à-dire capable de se maintenir dans ces réservoirs viraux. Et la preuve que l'infection n'est pas éliminée, c'est que si on arrête le traitement, on voit tout de suite que la réplication du virus recommence et la maladie peut se mettre à évoluer. Alors pourquoi le virus est capable, malgré le traitement, de se maintenir, de persister? En fait, on sait maintenant qu'il y a des cellules qu'on appelle des lymphocytes TCD4, mémoire. Ce sont des cellules qui ont une demi-vie qui est très importante, c'est-à-dire qu'elles survivent très longtemps dans le corps, qui sont infectées et dans lesquelles le virus est intégré mais silencieux. Donc évidemment, si le virus est silencieux, il n'est pas sensible à ces inhibiteurs dont je viens de décrire. Il y a également ce qu'on appelle des sanctuaires, c'est-à-dire des tissus
comme le cerveau, les testicules, l'appareil digestif, où les agents antirétroviraux actuels ne pénètrent pas bien. Leur niveau de pénétrance n'est pas optimal, ce qui fait que l'inhibition est peut-être pas complètement inhibée. Et il y a probablement d'autres types cellulaires, d'autres types de réservoirs qui existent et que l'on ne connaît pas. Alors en fait, quel est le grand défi actuellement de la recherche sur la guérison du VIH? Ce que l'on aimerait réaliser, c'est que lorsqu'on a cette diminution de la virémie, c'est d'aller avec des agents ou des approches qui pourraient complètement éliminer l'infection, empêcher l'établissement et le maintien de ces réservoirs. C'est ce qu'on appelle une guérison qui est stérilisante. Ou, si on ne peut pas faire ce genre de choses, ou parallèlement, c'est de développer des approches plutôt immunitaires où on pourrait maintenir chez les individus infectés des niveaux de virus qui sont sous les niveaux de détection, où il y aurait un contrôle de la virémie, un contrôle de la réplication, sans que ces sujets aient à prendre d'agents antirétroviraux. Et c'est ce qu'on appelle une guérison non stérilisante, une guérison que l'on appelle une guérison fonctionnelle. Alors, est-ce que ceci est possible? En fait, il y a deux preuves de concept actuellement qui rendent la recherche dans ce domaine extrêmement optimiste par rapport à ça. La première chose, c'est qu'il existe des sujets que l'on appelle des contrôleurs élites qui, naturellement, suite à l'infection, sont capables de contrôler leur niveau de virémie à des taux très bas, à peine détectables. Donc, ils ont des éléments de leur système immunitaire ou de leur réponse immunitaire qui contrôlent le virus. Et un des objectifs pour une guérison non stérilisante, une guérison fonctionnelle, c'est de mimer le type de réponse que ces individus ont. Le deuxième preuve de concept importante, c'est en fait deux cas d'éradication qui ont été rapportés dans la littérature. Le premier cas, c'est Timothy Brown, qui s'appelle également le patient de Berlin, puisque c'est à Berlin que ce patient a été traité, où on a un cas d'éradication de l'infection qui a été extrêmement bien documenté. Et plus récemment, le cas d'un bébé qui a été traité 30 heures après la naissance, et puis je pense que Dr Routy parlera de ça en plus de détails, où on a également un cas d'éradication. Alors tous ces éléments nous rendent, si vous voulez, ce type de recherche actuellement permettent beaucoup d'optimisme, et en fait je vais peut-être en arrêter là, et je pourrai répondre à vos questions un petit peu plus tard, et je laisserai la parole à mes confrères. Alors merci beaucoup.